Tous, merci de votre participation à ce webinaire. Je vois que les participants arrivent tranquillement, donc je vais d'abord faire une petite introduction de cette session afin que tout le monde puisse nous rejoindre. Donc je suis Maliane Alphen, je suis la déléguée générale du club pyrogazéification de l'AT2E que je vous présenterai brièvement en introduction de cette série de webinaires. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour ce premier webinaire de la série où on va vous faire quelques rappels généraux sur la filière, pour ceux qui ne la connaissent pas, et faire un focus notamment sur les ressources qui sont valorisables en pyrogazéification. Voilà, en se posant des questions sur les approvisionnements, l'état des lieux de l'utilisation de ces différents intrants, etc. Et puis, on partira un peu, on réfléchira aux différents potentiels du coup, de développement de cette filière, sachant qu'ils seront ensuite développés dans les prochains épisodes de cette série de webinaires. Donc pour ce premier événement, je vous présenterai donc un peu le contexte général de la filière et puis les différentes ressources valorisables. Et ensuite, on fera un focus sur les déchets d'éléments d'ameublement par une présentation de Fabien Cambou d'Ecomobilier, qui vous présentera donc les enjeux de sa filière à lui et les raisons pour lesquelles cet éco-organisme aujourd'hui s'intéresse et s'investit pour développer les technologies de pyrogazéification. Voilà, donc d'abord, en introduction, quelques rappels des consignes et contextes de ce webinaire. Donc, celui-ci est enregistré, la vidéo sera disponible sur le site de la P2E à l'issue du webinaire. Pareil pour les supports de présentation, vous les aurez à disposition. Vous pouvez poser vos questions via le petit onglet questions que vous avez sur l'application. Voilà, donc on prévoira des temps d'échange pour que vous puissiez vous exprimer au cours de ce webinaire. Donc d'abord, un petit rappel de ce qu'on organise, donc cette série de webinaires thématiques. Alors l'idée, c'est d'introduire la filière pyrogazéification à un public qui notamment qui connaît plutôt mal la filière, en vraiment décomposant les différentes voies de valorisation qui va être possible de développer grâce aux technologies de pyrogazéification. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, un rappel assez général sur les ressources et potentiels. La semaine prochaine, chaleur décarbonée, puis la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, les biocarburants avancés, le méthane de synthèse, le biochar, et enfin on finira début juillet avec un webinaire plus général de conclusion, d'ouverture et de réflexion sur la place de la pyro dans la transition énergétique. Donc, vous avez les liens dans ma présentation pour vous inscrire au prochain webinaire, partager l'événement sur LinkedIn, voilà, pour faire connaître la filière. C'est vraiment l'idée de ces sessions assez synthétiques, c'est de faire de la pédagogie sur cette filière qui est de plus en plus connue, qui prend de plus en plus de place dans les débats, mais sur laquelle voilà, il y a encore pas mal de pédagogie à faire, notamment pour expliquer les différentes voies de développement qui sont possibles et qui sont très variées pour cette filière. Voilà, donc tout d'abord une petite introduction sur ce qu'est le club pyrogazéification de la T2E. Alors le club a été créé en tant qu'association indépendante en 2014 par divers acteurs de la filière qui en fait avaient tout simplement envie de se fédérer pour se rencontrer, partager des retours d'expérience et puis les transmettre également aux administrations, transmettre notamment leurs demandes en termes d'évolution réglementaire et de soutien financier à la filière. Depuis 2019, le club fait partie de l'association technique énergie-environnement, qui est une association qui rassemble d'autres clubs représentant chacun des filières d'efficacité énergétique ou d'énergie renouvelable. Donc, on a un club C2E, biogaz, stockage d'énergie, encore power to gas. Et donc voilà, l'idée de cette intégration, c'était de monter en puissance, de se professionnaliser et puis de partager, de profiter de l'expérience d'autres filières parfois plus développées, comme la filière méthanisation via le club biogaz. Donc, le club rassemble une grande diversité d'acteurs. Aujourd'hui, on a plus de 85 sociétés adhérentes. Donc, je vous ai remis là un peu toutes les catégories qui peuvent faire partie de cet écosystème. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière et de les faire se rencontrer, de faire discuter ensemble des secteurs qui, d'habitude, n'ont pas l'habitude d'échanger, n'ont pas forcément le même langage. Donc, par exemple, le secteur des déchets avec des énergéticiens. Donc voilà, on a une grande diversité d'acteurs. Je vous laisserai aller consulter notre annuaire en ligne pour les découvrir. Ce qu'on peut noter, c'est un fort
un fort dynamisme un peu de la filière amont et qui va vraiment être bien représenté dans ces webinaires, avec une forte implication des acteurs des territoires qui pourraient être clients de la pyrogasification, par exemple des industriels qui cherchent à remplacer leur consommation fossile, les acteurs des déchets également qui cherchent de nouveaux exutoires pour les déchets non recyclables. Donc c'est un peu le focus qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, bien sûr, tout le secteur technique avec des bureaux d'études et développeurs de technologies, donc pyrolyse, gazéification, puis analyse et transformation des gaz, comme des procédés de méthanation. Et bien sûr, une forte implication également du domaine de la recherche et des gestionnaires, d'énergéticiens, notamment gestionnaires de réseaux de gaz qui cherchent qui accompagnent le développement de ces technologies pour qu'elles viennent à l'avenir verdir le mix gazier français. Donc, les missions du club, c'est avant tout de rassembler cette diversité d'acteurs et de permettre les rencontres et les échanges entre eux. À partir de ces différents échanges, via des réunions mensuelles et également des groupes de travail dédiés à différents sujets, l'idée, c'est d'élaborer donc une voie commune de la filière, puis de la transmettre au pouvoir public, via des contributions, des échanges avec des administrations comme le ministère de la Transition énergétique ou encore l'ADEME. Et puis, plus généralement, on a une mission de veille pour nos adhérents, sur les soutiens auxquels ils peuvent prétendre et également autour d'un public plus large comme on fait aujourd'hui. L'idée étant de faire de la pédagogie, de communiquer sur la filière, les technologies, les potentiels et les dynamiques actuelles. Donc, un petit rappel rapide pour ceux qui seraient peu informés sur le sujet. Donc, d'abord sur ce que c'est, sur les grands principes que la pyrolyse et la gasification. Donc, la pyrolyse, c'est un procédé thermique de transformation de matières carbonées sèches, lesquelles, on va le découvrir après, en absence d'oxygène. Et donc, cette décomposition, comme vous voyez là sur l'illustration, va permettre de décomposer la matière en plusieurs phases dont les proportions vont varier selon le traitement thermique qu'on leur applique. Donc, un gaz de synthèse composé principalement d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et de méthane, de l'huile de pyrolyse, donc une phase liquide, et également une phase solide, donc on peut appeler biochar lorsqu'on traite des biomasses, qui va pouvoir trouver diverses voies de valorisation également. La gazéification, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une pyrolyse à laquelle on va à un moment ajouter une petite phase d'un agent oxydant, qui peut être de l'air, de l'oxygène, du CO2 ou de la vapeur d'eau. Et cet ajout va permettre en fait d'optimiser tout simplement la transformation en gaz de synthèse de nos intrants initiaux. À partir de ce gaz de synthèse, on va pouvoir aller développer divers modes de valorisation, et c'est pour ça qu'on a découpé comme ça cette série de webinaires. Donc, une utilisation en thermique ou en cogénération, un usage par exemple en remplacement direct de consommation fossile, par exemple en industrie, ou on peut aller pousser plus loin la purification du gaz produit, sa transformation, par exemple faire du méthane injectable dans les réseaux, un peu sur le même modèle que ce qui se développe aujourd'hui en méthanisation. Également, on peut produire de l'hydrogène, des biocarburants liquides, ou encore, comme je vous le disais, du biochar si on reste sur la phase solide. Donc, une grande diversité de ressources éligibles. Alors, je ne vais pas les détailler là parce qu'on va le faire juste après. Mais pour vraiment synthétiser, on va s'intéresser à des matières carbonées solides, plutôt sèches. On ne va pas dépasser 20% d'humidité pour la plupart des procédés. Donc, ça peut aller de biomasse ligneuse propre, comme des plaquettes forestières, des résidus de culture comme des pailles, jusqu'à des déchets de bois. Ça va être le focus qu'on va faire tout à l'heure sur les déchets d'éléments d'ameublement, des résidus variés issus de l'industrie agroalimentaire, et puis des déchets encore un peu plus mixtes comme des combustibles solides de récupération, des plastiques non recyclables ou encore dans certains cas des digestats de méthanisation qui ne peuvent pas faire l'objet d'un retour au sol pour venir enrichir les sols. Donc une grande diversité, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est vraiment que la filière se positionne en complémentarité avec d'autres technologies aujourd'hui plus largement développées. Par exemple, si on regarde les résidus agricoles qu'on va chercher à valoriser, on est vraiment en complémentarité avec ce qui se fait aujourd'hui sur les déchets fermentescibles en méthanisation. Donc, on n'a vraiment pas les mêmes intrants et donc on cherche vraiment à maximiser la valorisation de ces résidus d'activité.
Également, sur les déchets un peu plus complexes, c'est des déchets qui peuvent être valorisés en combustion si c'est de la biomasse, en incinération si c'est des déchets, mais qui parfois ne trouvent pas dans ces modes de valorisation d'exutoires suffisants localement, notamment d'exutoires chaleur. Et donc, la pyrogasification va notamment se placer sur des capacités un peu plus modestes et permettre notamment de diversifier les voies de valorisation de ces résidus non recyclables et donc en fait étendre les possibilités de valorisation énergétique. Voilà, donc j'insiste vraiment sur cette complémentarité et c'est vraiment la vision dans laquelle aujourd'hui se développe la filière et ça va vous être illustré via différentes présentations de projets et d'installations lors des prochaines sessions de webinaire. Les procédés technologiques, alors aujourd'hui, on a décidé de ne pas en faire un focus parce que c'est quelque chose d'assez technique et complexe. On a déjà, hein, si vous cherchez sur le site de la T2E, notamment une présentation du CEA qui vous explique un peu les différents procédés existants et voilà, les conditions dans lesquelles il faut les utiliser. Juste pour résumer ici, donc clairement aujourd'hui, les procédés de pyrolyse et de gasification, il y en a vraiment différentes formes. Ici, vous avez les formes principales des procédés de gasification. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on va sélectionner les technologies en fonction de la nature et des caractéristiques des intrants qui vont être traités en entrée, des capacités qu'on va également viser, et puis bien sûr du mode de valorisation qu'on va vouloir viser. Donc, comme je vous disais, soit de la chaleur, donc ça c'est les procédés les plus simples, ou alors on peut aller jusqu'à, comme je vous le disais, la production de méthane ou d'hydrogène. Donc ça, ce qui va notamment nécessiter des procédés qui fonctionnent à l'oxygène ou à la vapeur d'eau, par exemple. En tout cas, pas à l'air, comme ce qui est le plus développé aujourd'hui. Ceci pour avoir un gaz de synthèse au plus haut pouvoir calorifique possible, le plus concentré en énergie, voilà, pour faciliter ensuite la production d'un produit pur. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus longtemps. N'hésitez pas si vous voulez me demander des ressources pour creuser un peu plus sur les technologies. Voilà, c'est à dispo sur le site de la T2E et je pourrais vous orienter. Donc voilà, ça c'est un petit schéma qui résume dans les grandes lignes, comme je vous disais, les différentes voies de valorisation possibles. Alors là, il y a avec un focus sur le produit gaz de synthèse, hein, donc qui peut faire l'objet, comme je vous le disais, de valorisation assez directe en production de chaleur ou en remplacement direct, par exemple, d'une consommation de gaz naturel en industrie, où on peut aller plus loin en ajoutant des briques de traitement qui vous seront présentées dans les différents webinaires dédiés à ces voies de valorisation. Donc, par exemple, une brique de méthanation pour transformer ce gaz de synthèse qui, comme je vous le disais, est un mélange de molécules en méthane injectable dans les réseaux. On peut également extraire l'hydrogène contenu dans ce gaz de synthèse pour l'utiliser dans les usages classiques en industrie, mais également les nouveaux usages comme la mobilité. Et puis également ajouter d'autres briques technologiques qui permettent de produire des biocarburants liquides qui, là, vont aller en priorité vers la décarbonation des transports lourds, voilà, comme le fret, le maritime, l'aérien, etc. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on fait un focus sur les intrants. Donc, nous, ce dont on dispose au Club Pyrogasification, on a des fiches qui décrivent les différents intrants que je vais vous présenter dans les détails. Juste pour vous dire en introduction, en fait, pour chaque fiche, la question qu'on va se poser sur les intrants, elles sont assez diverses d'ailleurs, c'est d'abord, est-ce qu'on est sur des intrants de nature renouvelable ou non, ce qui va avoir un impact, bien sûr, sur la dépollution de nos différents produits, mais également sur l'admissibilité des technologies à divers mécanismes de soutien. Également, ça va avoir une influence, bien sûr, sur la classification ICPE des installations de pyrogasification. Donc, c'est une question importante, renouvelable ou pas. On va se poser la question, bien sûr, de la valeur énergétique contenue dans ces intrants, de leur quantité brute disponible et mobilisable sur le territoire. Alors, la quantité globale, mais aussi la répartition de ces intrants sur le territoire pour voir si, oui ou non, on peut en fait avoir assez d'approvisionnement pour faire, par exemple, une unité de production de méthane de synthèse à partir de ces intrants. Est-ce que voilà, on peut vraiment créer une boucle d'économie circulaire et s'approvisionner le plus localement possible via ces intrants. Autre question, et je vous en parlais un peu en introduction, c'est l'intégration de la filière, c'est-à-dire quelles possibilités il y a, quel marché il y a aujourd'hui
pour que s'installe la pyrogasification. Donc, est-ce que clairement on est sur des intrants qui sont très utilisés par d'autres filières, ou est-ce que à l'inverse, on est sur des intrants qui sont plutôt en manque d'exutoire et donc pour lesquels il faut développer de nouvelles voies de valorisation. Donc ça, forcément, ça va être une question centrale dans le développement des projets de pyrogasification, sachant que, comme je vous le disais, on s'inscrit vraiment dans une idée d'être en complémentarité avec l'existant et donc de proposer des solutions lorsqu'on a, par exemple, des manques d'exutoire, que ce soit pour les intrants eux-mêmes, mais en termes de besoins énergétiques locaux également. C'est l'exemple que je vous donnais pour la combustion, où parfois on n'a pas de valorisation suffisante, de consommation suffisante de chaleur localement, à l'année notamment. Bien sûr, on va regarder le coût de ces intrants. Donc, on va bien sûr viser dans le développement de cette filière d'aller vers des intrants à un coût nul, voire négatif. Donc, vraiment venir en valorisation de résidus, de résidus divers d'activités que je vais vous présenter. On va regarder bien sûr le cadre réglementaire qu'il y a autour de ces intrants, ce qui va influer sur la classification ICPE, donc des installations. Et puis, comme je vous le disais, la part biogénique qui va compter également dans cette classification. Donc voilà, il y a vraiment plein de critères à regarder. Ici, je vous ai mis seulement une description de la nature des intrants. Et derrière tous ces intrants-là, il va y avoir vraiment une réflexion sur l'opportunité à développer pour la pyrogasification. Donc, comme je vous le disais, en pyrogasification, on s'intéresse notamment à des biomasses ligneuses solides. Donc ici, vous en avez des exemples. Donc, ça peut être des exemples de leurs différentes origines. Où est-ce qu'on peut trouver ces biomasses? Donc d'abord, on peut se positionner sur en fait, les bois énergie classiques, donc les bois forestiers et connexes, qui sont, et j'insiste là-dessus, des résidus de l'activité sylvicole existante. Donc on n'est bien sûr pas sur des bois nobles, hein, on va être sur des résidus d'activité, donc de l'industrie du bois. On peut aller chercher également ça chez des maraîchers. Donc on va avoir vraiment diverses voies d'approvisionnement, et on se positionne toujours sur une activité existante et aller valoriser ces résidus. La même façon sur l'agriculture, on se positionne bien sûr pas sur des productions agricoles dédiées à la valorisation énergétique, mais bien sur des résidus agricoles, donc par exemple des pailles et des cannes. On peut également aller sur le développement de cultures pérennes, mais là qui vont avoir des caractéristiques particulières, donc notamment par exemple des productions de miscanthus qui vont avoir une grande productivité en biomasse, une récolte annuelle qui va nous permettre d'approvisionner des unités, par exemple, de gasification en biomasse. Donc, on est sur des cultures très particulières qui intéressent de plus en plus le monde agricole, notamment pour faire de l'entretien des sols, etc. Et avoir toujours un cycle du carbone dans les sols. De la même façon, on se positionne sur vraiment une complémentarité avec l'agriculture aujourd'hui développée en priorité pour des usages alimentaires. De la même façon, des résidus de céréales dans des activités existantes. Autres biomasses propres qu'on peut aller chercher sont par exemple des sarments et cèpes de vigne, donc pareil, qui sont des résidus de culture qui aujourd'hui ne trouvent pas forcément preneur sur des unités de grosse capacité, parce que on peut avoir des gisements assez inégalement répartis sur le territoire. On peut avoir, et on en aura l'exemple la semaine prochaine, des projets sur du marc de raisin distillé, donc issu d'activités de distillerie, des bois d'emballage, donc là qui vont être vraiment des biomasses déchets, donc des palettes, des cagettes, des cajots, des caisses de transport, etc. Donc récupérés dans les centres de tri des déchets. On s'intéresse également aux déchets verts, donc issus de l'entretien de parcs, d'espaces publics ou privés d'ailleurs, qui peuvent être fournis par des collectivités ou des paysagistes. On a aussi, un peu plus complexe parce que contenant des polluants, on peut s'intéresser à des bois déchets dangereux comme des traverses et des poteaux de bois, pour lesquels une valorisation énergétique par gasification sera intéressante, modulo bien sûr un traitement des polluants qui sont contenus dans ces intrants. Comme je vous le disais en intro, donc sur les déchets d'ameublement, je vais pas m'étendre parce qu'on va faire un focus avec Ecomobilier par la suite.
Je vais faire, moi, un focus sur la catégorie combustible solide de récupération, pardon, qui intéresse particulièrement la filière pyrogazéification. Donc, qu'est-ce que sont ces combustibles? En fait, ce sont un mélange qui peut avoir des compositions assez diverses d'intrants solides carbonés issus du traitement des déchets, notamment du tri des déchets. Donc, ça va être concrètement des refus de tri. Alors, vous avez voilà, quelques exemples. Là, ils peuvent être issus de déchets municipaux ou industriels et composés de diverses matières carbonées, des pneus, des plastiques non recyclables, du papier, des cartons, des bois et bois-baies, des bouts de papeterie, des textiles. Voilà, ça peut être vraiment un mélange de divers intrants. Il y aura diverses qualités de CSR. Mais en tout cas, voilà, ce sont des intrants qui sont préparés, sont des refus de tri qui sont préparés de telle sorte, avec une granulométrie, un PCI bien connu, pour être valorisés énergétiquement, notamment dans des unités d'incinération ou de co-incinération. Donc, dans ce cadre-là, les combustibles solides de récupération ont vraiment toute leur place dans le développement du tri sélectif et du recyclage. Très concrètement, plus on aura de flux qui passeront en recyclage et en tri, plus on aura de CSR à produire. L'idée étant de bien respecter la hiérarchie de traitement de déchets, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne peut pas recycler, plutôt que de l'enfouir, on va essayer de le valoriser énergétiquement. Donc aujourd'hui, le plan déchets 2014-2020 a fixé l'objectif de production de 2,5 millions de tonnes de CSR d'ici à 2025. Au sein de ces 2,5 millions de tonnes de CSR, on aurait 1 million de tonnes qui pourraient être valorisées en cimenterie, donc pour voilà, décarboner, en tout cas remplacer l'usage de combustibles fossiles en cimenterie. Si on fait un peu un état des lieux par rapport à cet objectif en 2020, j'ai repris ici les chiffres clés publiés par FEDEREC. En 2020, les CSR, on est à 359 000 tonnes produits voilà, sur l'année 2020 de CSR, avec une consommation qui va à 75% chez des cimentiers français, et le reste, c'est chez des cimentiers étrangers, ou via d'autres consommations, notamment via le développement assez lent, somme toute, de chaudières CSR pour la production d'énergie, enfin de chaleur, on va dire, de récupération. Donc, aujourd'hui, on voit voilà, 350 000 tonnes. Aujourd'hui, les capacités de production à installer sont de 980 000 tonnes. Donc, on est à 37% de la capacité de production sur les CSR aujourd'hui. Ce que ça montre, en fait, ces chiffres, c'est déjà, on est très loin, ne serait-ce qu'en capacité de production, des objectifs qui ont été fixés pour 2025, qui sont de 2,5 millions de tonnes, comme je le disais. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin, pour les CSR, de trouver de nouveaux exutoires locaux. Sinon, voilà, on se retrouve sur en fait, une situation où aujourd'hui, on est soit en sous-production, soit on est obligé d'exporter ces combustibles voilà, qui représentent un intérêt énergétique. Donc, c'est vraiment, voilà, là-dessus, un intrant vraiment d'intérêt pour la filière pyrogazéification, parce qu'on voit typiquement, c'est ce que je vous disais en intro, ça, c'est vraiment un exemple de déchet sur lequel on a besoin de développer de nouveaux exutoires, parce que, voilà, notamment les filières de combustion voilà, ne trouvent pas forcément leur modèle économique, ne trouvent pas d'exutoire chaleur sur toute l'année suffisant. Et donc, la pyrogazéification pourrait apporter de nouvelles réponses avec de nouvelles voies de valorisation de ces différents intrants. Donc, par exemple, en production de méthane, c'est ce qui s'est développé notamment sur le démonstrateur Gaia, piloté par Engie à côté de Lyon, voilà, qui a produit du méthane injectable à partir de ces CSR. Cette transformation, en fait, permet donc de décorréler la valorisation énergétique de déchets avec l'utilisation de cette énergie, voilà, et passer par les réseaux de gaz, par exemple, permet de consommer plus tard et plus loin cette énergie produite. Je finis sur les différents intrants qu'on a pu identifier via les travaux des groupes de travail du club pyrogazéification. Donc, vous avez des pneus usagés, des déchets plastiques agricoles, encore des résidus de papeterie, des bouts de steppe ou encore des déchets composites divers. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment pour dire que la liste est longue et vous en avez encore là. Une catégorie dont je n'avais pas parlé, notamment, c'est la biomasse animale. Donc vous allez en avoir un exemple la semaine prochaine, un industriel, donc un équarrisseur, qui cherche à valoriser des farines animales de catégorie C1, donc qui sont aujourd'hui transportées par camion
depuis l'équarrisseur vers un incinérateur parce que représentant un risque sanitaire. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a par exemple un projet qui se développe qui utiliserait la gazéification pour en fait construire un modèle d'autoconsommation qui permettrait à l'industriel d'une part de valoriser localement ses propres résidus d'activité et d'autre part de se décarboner en remplaçant ses consommations de combustibles fossiles. Voilà, donc vous avez divers exemples. Je ferai un petit focus juste sur les digestats de méthanisation. Alors, comme je vous le disais, c'est un intrant intéressant. À noter que c'est dans un contexte particulier hein, que ce genre de projet de gazéification se développe. C'est vraiment dans le cas où les digestats de méthanisation ne pourraient pas faire l'objet d'un retour au sol facile. Donc, par exemple, dans des contextes urbains ou lorsque la qualité des digestats est insuffisante. Donc, on a notamment aujourd'hui le gestionnaire de déchets d'Île-de-France, le SICTOM, qui développe un partenariat d'innovation comme ça pour arriver à valoriser ces digestats dans un contexte très urbain, notamment en utilisant des procédés thermochimiques comme la pyrogazéification. Voilà, j'en ai fini avec ma liste d'intrants, mais c'était un peu pour vous montrer voilà, la diversité de ce qui peut se faire aujourd'hui en pyrogazéification. Voilà, sachant, comme je vous le disais, il y a plein de questions à poser pour tous ces intrants. Il y a différents projets à construire à partir des capacités locales, en fait, des gisements locaux. Et donc, pour vous donner quelques exemples, alors j'insiste sur le fait que la liste ici n'est pas exhaustive, hein, c'est vraiment de l'illustration. Aujourd'hui, des projets, on en a des dizaines. Mais voilà, pour vous donner quelques exemples sur cette carte, voilà, on a par exemple, ce qui vous sera présenté la semaine prochaine, le projet ATMAX, qui est celui, voilà, projet chez l'équarrisseur dont je vous parlais. Le projet La Cavale, là qui est un projet de production de chaleur par gazéification de marques de raisins distillés. Et donc là, l'idée, c'est vraiment pareil que chez ATMAX, c'est vraiment un industriel, un acteur économique qui produit un résidu qui aujourd'hui n'est pas valorisé et dont la valorisation va lui permettre de remplacer pour tout ou partie de ses consommations d'énergie fossile. Comme je vous le disais, vous avez tout un tas de voies de valorisation qui se développent. Donc, vous avez par exemple ici en bleu-gris les différents projets de production de méthane de synthèse par gazéification, donc ce qui permet comme je vous le disais, de décorréler les intrants locaux et la valorisation énergétique en utilisant les réseaux de gaz. Et puis, on a également des projets de production d'hydrogène, comme le projet Air Inoca à Strasbourg, qui là utilise de la biomasse locale pour produire d'une part de l'hydrogène pour alimenter une flotte de bus à hydrogène de la métropole de Strasbourg, et d'autre part également du biochar, qui là pourra être valorisé notamment en agriculture. Donc, il y a un très bon amendement des sols qui permet également de stocker du carbone, donc arriver à des technologies à émissions négatives. Voilà, donc tout ça vous sera un peu présenté et détaillé dans les futurs des webinaires. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment pour montrer la dynamique et la diversité des différents projets qu'on peut avoir aujourd'hui en pyrogazéification en France. Voilà. Je vous fais un tout petit point maintenant sur les potentiels. Alors, c'est difficile de faire ces exercices de potentiel parce que tout dépend bien sûr de la demande et des soutiens qui se développeront au fur et à mesure. Pour vous donner un petit exemple concernant la filière injection de méthane de synthèse, il y a plusieurs scénarios qui sont sortis ces derniers mois, et notamment le scénario de l'association Négawatt, qui lui voilà, fait un peu cet exercice. Je vous ai mis ici l'extrait du diagramme de Sonquet qui a été diffusé. Donc, ils prennent un peu toutes les ressources qui sont disponibles sur les territoires et ils les répartissent en fonction des différentes technologies de valorisation possibles, et notamment pour la pyrogazéification. Ils arrivent à un potentiel important de 51,3 TWh de méthane injectable à l'horizon 2050. Donc, c'est un scénario qui, en faisant toute cette répartition, en offrant un paysage énergétique en 2050, permet d'atteindre la neutralité carbone. Pareil, cet exercice a été fait par l'ADEME. Donc, ce sont les scénarios Transition 2050 qui ont été donc publiés, je crois, en fin d'année dernière. Donc là, l'idée, c'était de fournir 4 scénarios prospectifs qui permettent chacun d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces scénarios sont basés sur vraiment, on pourrait regarder en détail, des philosophies différentes. Donc, par exemple, on a un scénario 1 qui est très basé sur la sobriété, donc la baisse drastique de nos consommations énergétiques. D'autres scénarios un peu plus centrales qui font à la fois de la sobriété et du développement technologique.
Et puis un scénario 4 qui est plutôt là moins sur une baisse de consommation que sur un développement très fort des technologies de stockage de carbone. Donc, sans rentrer dans les détails ici, c'est vraiment pour vous illustrer que, par exemple, le scénario 3 d'une technologie verte, qui est à la fois voilà, sur ce baisse des consommations générales, mais également le développement de nouvelles technologies de production d'énergie renouvelable. Et ce scénario donne une place assez importante à la pyrogasification. Donc, je vous ai mis là notamment les données. Donc, voilà, avec l'énergie primaire qui pourrait être mobilisée en 2050 par la pyrogasification. Donc, on attend 107 TWh PCI en énergie primaire, ce qui correspond à 67 TWh PCI de méthane de synthèse produit. Donc, ce qui est intéressant et ce que propose l'ADEME, et là on est assez en phase là-dessus, c'est l'idée que cette filière est aujourd'hui assez mature pour entamer la construction de ses premières unités industrielles. Et ce qu'on imagine comme développement, c'est d'abord un développement plutôt sur des biomasses propres, et puis au fur et à mesure, voilà, de chaque développement des différents porteurs de technologies, amener en fait une plus grande part de déchets de bois et de CSR dans le mix d'intrants. Donc, on voit par exemple ici en 2050 qu'on a 70% de CSR sur le potentiel général retenu. Voilà. Pour conclure et avant de laisser la parole à Fabien, très synthétiquement, et on verra en détail tous ces aspects dans les webinaires. Aujourd'hui, où en est-on pour la filière pyrogasification en France? Donc, on part, j'ai essayé de vous le montrer, d'une approche décentralisée qui part des besoins des territoires, et notamment des besoins en termes de valorisation de différents gisements qui sont parfois en manque d'exutoire, comme ce qui a été illustré avec les CSR. On se place vraiment dans la hiérarchie de traitement de ces intrants. Si c'est sur de la biomasse, comme je vous le disais, on est vraiment sur des résidus d'activité. Et si c'est sur des déchets, on est vraiment sur des déchets non recyclables qui peuvent être donc intéressants en valorisation énergétique pour éviter un enfouissement. C'est une solution de décarbonation, donc on le verra par diverses illustrations, d'industrie énergo-intensive, de production de chaleur et d'électricité, notamment pour l'électricité dans des zones non interconnectées, de décarbonation également des réseaux de gaz ou encore de la mobilité avec l'hydrogène ou les biocarburants liquides. Je vous parlais des potentiels pour la filière injection de méthane produit par gasification. Avec tous les scénarios qui sont sortis aujourd'hui, nous et tous les intrants qu'on voit disponibles, on estime qu'on pourrait atteindre jusqu'à 90 TWh de méthane injecté en 2050. Donc, on a vraiment cette idée voilà, que la pyrogasification va venir ici compléter les productions de la méthanisation. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à 100% de gaz renouvelable ou bas carbone dans les réseaux à horizon 2050 en utilisant ces deux technologies et puis d'autres comme le power to méthane ou encore la gasification hydrothermale. Quelle dynamique? Alors, je vous le disais, un intérêt croissant, mais vraiment qui vient, et on le voit bien par nos adhésions au club, des acteurs des territoires qui cherchent à trouver de nouvelles solutions de valorisation pour leurs intrants, résidus d'activité, etc. Des technologies des niveaux de maturité industrielle ou proches. Alors, bien sûr, la complexité va varier et on va le voir dans les prochaines sessions en fonction voilà, des intrants qui vont être valorisés. Est-ce qu'on est sur de la biomasse propre? Est-ce qu'on est sur de la biomasse polluée ou des déchets encore plus complexes? Et bien sûr, en fonction des exutoires visés, voilà, on va avoir plus ou moins de difficultés. Typiquement, on va être sur des procédés assez simples si on fait de la chaleur ou de la cogénération, et on va devoir aller vers une épuration poussée du gaz si on veut faire de l'hydrogène, du méthane ou des biocarburants. En résumé, on a pour toutes ces voies de valorisation, à minima, d'ores et déjà des démonstrations qui ont été faites en France, en Europe ou dans le monde. Et donc, on est vraiment sur des acteurs qui cherchent aujourd'hui des soutiens pour passer à l'échelle commerciale et se déployer sur les territoires dans des logiques d'économie circulaire avec un approvisionnement vraiment local. Donc, un savoir-faire français et de nombreux projets en émergence, ça vous sera illustré largement plus tard pour les diverses voies de valorisation. Et quelles attentes des acteurs? Ben ça, c'est un peu pour ouvrir sur nos travaux au club pyrogasification. On travaille d'abord sur toute une réflexion autour de la réglementation attachée aux installations de pyrogasification, notamment leur classification ICPE. Voilà, dans quelle mesure aujourd'hui la nomenclature ICPE est adaptée ou pas à la pyrogasification, sachant voilà, on est vraiment sur une filière qui invente de nouveaux modèles avec une réglementation qui devra s'adapter. Et nous, notre but, c'est voilà, de faire un gros diagnostic de tout ce qui se passe aujourd'hui et de discuter de tout ça avec les autorités compétentes pour faire évoluer la réglementation afin de permettre le développement de ces technologies, mais également, bien sûr, d'assurer leur excellence environnementale.
Ce qu'on veut aussi, c'est exister dans tous ces scénarios prospectifs qui orientent la politique énergétique de la France et plus généralement de l'Union européenne. Donc, on voit bien, là-dessus, il y a eu de grandes avancées avec notamment les scénarios dont je vous ai parlé juste avant. On veut exister dans ces différents scénarios pour trouver notre place et puis obtenir au fur et à mesure des soutiens qui permettent aux différents projets qui sont portés par les acteurs français de trouver leur business model, notamment en passant par des soutiens publics. Voilà, je vous ai donné des exemples. Et aujourd'hui, pour la production de chaleur, ce qu'on cherche, c'est une éligibilité aux dispositifs existants, notamment le fonds chaleur. Et pour d'autres voies de valorisation, par exemple le méthane de synthèse, on attend la mise en place de contrats d'expérimentation qui permettraient aux acteurs de disposer d'un tarif d'achat, comme ce qui se fait en méthanisation, pour lancer les premières unités commerciales. Voilà pour ce grand tour d'horizon. Je vous propose, si vous voulez bien, de laisser la parole maintenant à Fabien Cambon d'Ecomobilier. Et puis, on prendra ensuite un peu de temps pour des questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat, par ailleurs. Ce sujet-là, merci Madeleine. Alors, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Bon, très bien, impeccable. Je vais sortir, voilà, comme ça. Bon, merci, bonjour à tous. Merci de m'accueillir, Madeleine, donc, dans ce webinaire. Tu as presque tout dit, alors je vais essayer de compléter avec ce que je peux compléter. Donc, la première chose, c'est pourquoi un éco-organisme s'intéresse-t-il à la pyrogasification? Un éco-organisme s'intéresse à la pyrogasification avant tout. Voilà, avant tout parce que Ecomobilier est assez particulier, c'est un éco-organisme opérationnel, c'est-à-dire que nous devons gérer l'ensemble des déchets que nous collectons auprès des parties prenantes que sont les collectivités locales, les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les distributeurs d'ameublement, et que nous devons pourvoir au titre de notre arrêté réglementaire donc au recyclage et à la valorisation de ces déchets-là. Donc nous passons par l'intermédiaire d'acteurs de la gestion des déchets et du traitement. Pour autant, nous avons cette obligation de pouvoir identifier, innover et trouver les alternatives de demain pour pouvoir continuer à maintenir un haut degré de valorisation et de recyclage des déchets que nous gérons. Donc, Ecomobilier, très rapidement, nous avons été créés en 2011, nous avons 10 ans d'existence. Donc, aujourd'hui, on gère environ 2 millions de tonnes de déchets que nous collectons, recyclons et valorisons à plus de 94%. Auprès, on va dire, de maillage de points de collecte constitués essentiellement des déchetteries publiques françaises. Nous avons 5500 points de collecte, donc 3600 déchetteries. Et puis nous intervenons auprès, avec donc le concours de 600 partenaires industriels, dont 265 centres de tri qui gèrent, trient, recyclent et valorisent des déchets que nous leur confions. Aujourd'hui, notre bilan, très rapidement, donc comme je disais, 1 200 000 tonnes collectées en 2021. On est globalement, on n'en tire pas de fierté particulière, c'est pas la forfanterie, mais c'est pour juste vous montrer un petit peu les volumes qui sont en présence. On représente à peu près 10%, un peu plus de 10% du bois déchet géré en France. On gère 750 000 tonnes de bois que l'on valorise à 100%, donc avec du recyclage ou de la valorisation énergétique. Sur le combustible solide de récupération, on est un des plus gros fabricants de combustible solide de récupération. Madeleine parlait dans sa présentation de 360 000 tonnes de combustible solide de récupération produits annuellement en France. Sur ces 360 000 tonnes, on en produit 290 000, ou on en fait produire 290 000, que nous amenons directement vers les cimenteries, essentiellement françaises, mais également étrangères. Puis après, on a de la ferraille qui se recycle par elle-même, et des produits un petit peu plus exotiques, notamment les mousses de matelas issues, on va dire, du polyuréthane que nous, aujourd'hui, recyclons, mais qui peuvent demain, en fonction des volumes que nous aurions à gérer, être un bon candidat également à des technologies de type pyrogasification pour donc faire des intermédiaires chimiques et qui pourront être utilisés dans d'autres industries. Donc tout ça nous amène à un taux de recyclage et de valorisation de 93%, donc avec 50% de recyclage, puisque c'est là où également l'obligation de notre règlement, nous devons recycler 50% de l'ensemble des déchets que nous collectons, 43% de valorisation énergétique, et puis résiduellement 7% d'élimination. Gardons en mémoire que quand nous avons démarré la filière il y a 10 ans, on avait plus de 50% des déchets d'éléments d'ameublement qui allaient en élimination, en enfouissement. Donc aujourd'hui, on a réduit cette part par un facteur 7, donc résiduellement c'est 7%.
Et on espère bien continuer dans cette trajectoire puisque nous avons pris l'engagement en 2018, au moment de notre réagrément, de valoriser 100% des déchets que nous collectons, c'est-à-dire c'est la politique du zéro enfouissement. Et pour ça, il faut que nous puissions trouver des relais de croissance, des relais de valorisation de recyclage, et la pierre de gasification en est une en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les déchets? Donc, nous, on fait beaucoup de recyclage. Donc, les déchets de bois servent de base donc à la fabrication des panneaux de particules, puisque c'est la seule façon aujourd'hui de recycler du bois, c'est de fabriquer des panneaux de particules. Aujourd'hui, se développent en France de nouvelles industries qui sont les dés-palettes, et il y a 2 usines françaises qui ont démarré en 2021 et qui fabriquent donc des dés de palettes. Et puis on a une grosse partie de nos déchets qui servent également à faire, on va dire, un intrant énergétique, alors soit sous forme de déchets, soit sous forme de combustible. Et là, c'est une des grandes missions d'écomobilier, c'est effectivement de faire reconnaître la qualité physico-chimique compatible donc à la valorisation en combustible dans les chaudières biomasse pour qu'on puisse également augmenter l'effet levier de production de chaleur énergie, de chaleur biomasse, puisque la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit que d'ici 2028, on devra augmenter notre production de chaleur à partir de biomasse de 49 TWh, ce qui peu ou prou représente 15 millions de tonnes de bois, qu'il faudra mobiliser soit dans les massifs forestiers français, soit donc en mobilisant au maximum le déchet qui est à notre disposition. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on est contraint de faire de l'export. 35% de notre bois aujourd'hui est exporté pour faire du recyclage, mais également pour faire de la valorisation. Alors, bien évidemment, on mobilise des usines de recyclage, des usines de panneaux de particules qui, historiquement, ont fabriqué du bois, du panneau de particules à partir de bois, et notamment en Italie, puisque l'Italie connaît un déficit forestier très cruel, donc ils se fournissent majoritairement en bois déchet. Aujourd'hui, la capacité cumulée fait que quand on fait ces projections-là, on s'aperçoit qu'en mobilisant toutes les capacités disponibles, on n'arrivera pas à faire face donc aux gisements qu'on devra traiter à terme. Donc, on est obligé de se diversifier, et donc en se diversifiant, on fait de la valorisation en combustible. Cette valorisation en combustible, on est obligé aujourd'hui de raisonner en grand export, puisque nous envoyons ces déchets de bois vers des sites, notamment en Suède. Et ce que nous souhaitons faire, c'est relocaliser l'ensemble des usages du bois déchet sur le territoire national. Donc pour ce faire, on a un gros budget innovation qui est à notre disposition, puisque nous consacrons 7 millions d'euros annuellement à des appels à projets visant à nous proposer des alternatives au recyclage en pot de particules ou à la valorisation énergétique dans des chauds de bois. Pour le CSR, c'est la même chose. Donc, ce que disait Madeleine, aujourd'hui, le CSR, c'est essentiellement de la cimenterie. En tant que vecteur énergétique. Et donc, le CSR produit par Ecomobilier a cette chance d'être relativement très haut en carbone biogénique du fait de sa composition, puisque nous avons dans les meubles beaucoup de bois, même dans les canapés, vous avez beaucoup de bois, et donc ça participe donc au fort potentiel biogénique du CSR. Et puis, une petite partie de ce CSR, quand il arrive en cimenterie, est directement intégré dans le calcaire. Donc, on a une double valorisation, une valorisation énergétique, une valorisation matière. Mais de la même manière, aujourd'hui, quand on regarde les perspectives, ce que disait Madeleine, c'est-à-dire qu'on est sur 300 000 tonnes de CSR. Alors, vous voyez, on a 200 000 tonnes de combustible, donc ce chiffre est un petit peu faux. On a refait les chiffres, c'est plutôt 290 000. On a oublié de le mettre à jour. Donc, 1000 excuses pour cette petite coquille, et je corrigerai je vous transmettrai la présentation. Mais si on se projette plus globalement, la programmation pluriannuelle d'énergie et puis la LTECV, la loi de transition énergétique pour une croissance verte, ambitionne, on va dire, de réduire drastiquement l'élimination des déchets en ISDND, donc en décharge. Et donc, le relais de croissance, ce sera le CSR. Et donc, quand on regarde les projections, potentiellement, d'ici une dizaine d'années, c'est 5 millions de tonnes de CSR qu'il faudra produire pour respecter les objectifs de la LTECV. Et donc, ce sera tout autant de capacité de digestion de ce CSR qu'il faudra créer sur le territoire français. Donc, l'ADEME, il travaille depuis 2017 avec ses appels d'offres CSR. Donc, l'ADEME aujourd'hui a mobilisé
environ 1,5 million de tonnes de CSR dans une vingtaine de projets. Pour autant, il reste encore beaucoup à faire pour qu'on puisse répondre aux objectifs de la LTECB. Et la pyrogasification, pour compléter ce que disait Madeleine, la pyrogasification est un relais précieux pour pouvoir répondre à cet objectif de réduction de l'enfouissement de nos déchets. Pour finir sur Ecomobilier, et puis après on rentrera vraiment dans la pyrogasification, Ecomobilier, au-delà de son agrément sur l'ameublement, aujourd'hui ambitionne se positionner sur 3 autres responsabilités élargies producteurs qui ont été créées par la loi AGEC en 2020. La REP sur les jeux et jouets, donc qui concerne relativement peu le bois et le CSR, la REP sur les articles de bricolage et de jardin, qui là aussi, on a plutôt des problématiques plastiques et donc on devra adresser des solutions de recyclage des plastiques. Mais en revanche, le gros morceau, c'est la REP du bâtiment qui devrait sortir, qui devrait être effective au 1er janvier 2023 et on attend toujours donc la promulgation du cahier des charges et qui devrait donc mettre en œuvre et imposer la gestion future de 12 millions de tonnes, c'est la projection de l'étude de préfiguration, 12 millions de tonnes de déchets non inertes, dont environ 2,5 à 3 millions de tonnes de bois. Ecomobilier se positionne et donc en se positionnant sur cette REP, on pense que notre capacité de gestion de bois va doubler et qu'on devra gérer à terme entre 1,5 et 2 millions de tonnes de bois, c'est-à-dire à peu près un tiers de la production totale française de bois déchets. Et pour accompagner cette progression, il faut qu'on trouve des relais de croissance puisque le recyclage, on arrive quasiment à saturation. La valorisation énergétique, encore faut-il qu'il y ait des puits de chaleur et qu'il y ait on va dire des unités qui soient en capacité de prendre du bois déchet dans ces unités-là. Et donc, effectivement, la pyrogasification apparaît comme étant une opportunité parce qu'on va créer un vecteur énergétique qui a cet avantage d'être stockable, qui a cet avantage d'être substituable au gaz naturel. Madeleine disait tout à l'heure 51 TWh de gaz de synthèse d'ici une dizaine d'années. Ce que dit aussi l'étude, c'est que globalement, si nous mobilisons l'ensemble, on va dire, de nos ressources déchets pour fabriquer du biométhane, du gaz de synthèse, c'est l'équivalent pratiquement de 320 TWh de gaz renouvelable, gaz de biométhane que nous pourrions produire. Chiffre qui jouerait dans la perspective des 400 TWh de gaz que nous consommons aujourd'hui. Donc, effectivement, si nous mobilisons toutes ces ressources, l'indépendance gazière de la France, c'est un objectif qui est amplement atteignable. Donc la pyrogasification, pour nous, c'est un vrai relais de croissance. Donc on lance régulièrement, on va dire, des appels à projets sur ces sujets-là. À la fois pour le bois, mais également pour le CSR, pour toutes les raisons qui étaient exposées auparavant, avec donc cette ferme volonté d'explorer toutes les voies possibles et imaginables. Alors il y en a certainement peut-être qui n'arriveront pas au bout. En tout cas, le rôle que nous concevons de l'éco-organisme, c'est de pouvoir et d'avoir cette liberté de tester tout ce qui est possible pour identifier les solutions qui seront les plus matures et les plus efficientes. Donc, la pyrogasification pour nous, et comme le disait aussi Madeleine, c'est une capacité de fabriquer bien évidemment du syngas, mais aussi du méthane, mais aussi des hydrocarbures, mais aussi de l'hydrogène et des polyéthylènes. Donc, tous ces intermédiaires qui peuvent également être une réponse de substitution à l'utilisation des énergies fossiles et du pétrole. Donc pour ce faire, Ecomobilier lance des appels à projets. Donc on en a lancé un l'an dernier, où on a retenu 16 projets pour donc une mobilisation d'accompagnement financier qui représente environ 2,5 millions d'euros. Donc des projets qui sont de tous les niveaux de maturité technologique. On ne s'arrête pas aux projets les plus matures. On regarde du concept, de la preuve de concept jusqu'à au démonstrateur industriel. Donc tout nous intéresse dès lors qu'on y voit une opportunité et qu'on peut voir effectivement des opportunités de développement. Donc très rapidement, les projets qu'on a retenus sur le sujet de la pyrogasification, parce que parmi les 16 projets, il n'y avait pas que la pyrogasification bien évidemment, mais ceux que nous avons retenu pour la pyrogasification, excusez-moi, il y a un projet donc, qui est le projet TERCU et qui est une construction d'unité de pyrogasification pour fabriquer à terme, on va dire, donc, de l'éthanol par un procédé de conversion biotechnologique. On a un deuxième projet là qui est plutôt en Martinique, puisque l'idée c'est de pouvoir trouver des relais de traitement des déchets qui sont produits sur le sol martiniquais
Vous savez que la gestion de déchets dans les DROMCOM est une vraie problématique et on se dit que des solutions de pyrogazification qui peuvent répondre à un problème local en proposant une ressource produite localement, ça peut être une bonne idée. On a un troisième projet avec eMove. Donc eMove, c'est un projet qui sort du bac à sable de la Creux. C'est un projet à terme qui sera un projet de mobilité, fabriquer du H2. Nous, là, pour l'instant, on commence à regarder la première brique qui est de fabriquer du biométhane. Et puis après, on continuera pour voir comment on peut transformer et s'orienter vers de la fabrication d'hydrogène. Le projet Gaïa, dont parlait Madeleine également, que l'on a mobilisé justement pour essayer de pyrogazifier nos propres CSR et du Bodega pour vérifier effectivement l'opportunité et l'efficience de ce sujet-là. Et puis un dernier projet donc, qui est un petit peu en marge, qui s'arrête à l'étape de pyrolyse et qui est de fabriquer une huile de pyrolyse qui ensuite peut être donc destinée à des usages en vapocraquage, donc en substitution de nafta. Dernier point, et puis je m'arrêterai là, et puis comme ça on pourra peut-être discuter et répondre à vos questions. On a donc à l'initiative et preuve année que ce sujet n'intéresse pas beaucoup immobilier, mais intéresse de plus en plus, on va dire, de partenaires. On a mis en place avec GRT Gaz, mais également l'éco-organisme Citeo, le cycle de l'agglomération parisienne et nous-mêmes, donc une initiative commune qui vise donc à terme à créer un guichet unique, une sorte de guichet unique qui permettrait à tout porteur de projet de production de gaz renouvelable donc de bénéficier à la fois d'un accompagnement technologique, de bénéficier on va dire de caractéristiques très précises sur les déchets qu'ils souhaitent utiliser et sur les modes on va dire d'éjection de ce réseau. Donc preuve année que aujourd'hui GRT Gaz il est très impliqué sur les sujets de pyrogazification et donc ce partenariat donc qui n'en est qu'aux prémices, puisque c'est une déclaration d'intention et nous commençons pas plus tard que cet après-midi, nous allons travailler sur l'offre de services que nous pourrons vous proposer d'ici, on espère, une année. Preuve année aujourd'hui que le sujet de la pyrogazification, c'est un sujet qui est au cœur de l'ensemble des préoccupations de l'ensemble des parties prenantes et des acteurs du secteur énergétique et de la gestion des déchets. Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation. Je remercie une fois de plus le club pyrogazification de nous avoir permis de vous montrer un petit peu comment on agissait et quelle était notre stratégie autour de la pyrogazification. Je suis prêt à répondre à l'ensemble des interventions si vous en avez. Merci beaucoup, merci Fabien. Ouais, je pense que c'est en effet très important pour nous d'entamer cette série en montrant vraiment la dynamique de la filière qui est vraiment poussée par les acteurs gestionnaires de déchets qui ont besoin de trouver de nouvelles solutions. Et voilà, retenez pour les prochains webinaires que c'est vraiment très souvent la première impulsion qui est donnée au projet aujourd'hui développé et qui vous seront présentés. Je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez. J'espère que c'est parce qu'on a été très clair. Je vois une main levée. Il y a eu plusieurs questions. Je ne les vois pas, moi. Ah si, ok. Pardon, c'est que je n'avais pas cliqué. Alors. Quelle est la part en pourcent? J'ai du mal à voir les questions. Est-ce que tu peux la poser, Margot? Oui, pas de souci. Je vais commencer depuis le début. Pouvez-vous préciser les rendements énergétiques du procédé pyro, Fischer-Tropsch, et y a-t-il des ACV réalisés pour les biocarburants produits selon les types d'approvisionnement pour cette technologie? Très bien, oui, c'est bon, j'ai réussi à visualiser les questions. Alors, sur les rendements, c'est difficile de généraliser. Vous pourrez en retrouver pas mal dans les règles qui vous sont présentées. Alors, Pyro et Fischer-Tropsch, si je ne me trompe pas, c'est autour de 50% en rendement, en rendement production de biocarburants, sachant qu'on atteint des rendements supérieurs à 80% dans la mesure où ce sont des projets qui
également valorise la chaleur coproduite par les procédés. Ça, ce sera le cas également pour la filière de production de méthane de synthèse. On atteint aujourd'hui des rendements carbone de conversion autour de 65%, donc du carbone contenu dans l'intrant à la production de méthane de synthèse, et on va au-delà de 80% en valorisant localement la chaleur coproduite. Voilà, il y a toujours divers produits et leur valorisation, la valorisation de ces divers produits permet d'atteindre des rendements voilà, souvent autour de 80%, c'est ce qui va être visé assez classiquement. Y a-t-il des ACV réalisés alors, vous en avez, mais qui ne sont pas encore publiés, notamment issus, alors pour la filière biocarburant, hein, du démonstrateur Biotifuel porté par notamment Total et l'IFP-EN. Voilà, si je ne me trompe pas, on est bien. Alors là, c'est l'idée de produire des biocarburants avancés, hein, donc à partir de résidus et non pas de cultures dédiées, de résidus biogéniques. Sur les ACV, on est bien. On répond bien aux exigences de la RED, donc de la réglementation européenne sur les énergies renouvelables, qui vise au moins 70% de réduction de carbone par rapport à des références fossiles. Voilà, il faudra que je retrouve également exactement le rendement affiché pour Biotifuel. Est-il possible de mixer ces intrants? Si oui, dans quelle mesure? Alors oui, tout à fait. Et souvent, ça va être vraiment le modèle de développement des acteurs. L'idée étant, voilà, comme on l'a présenté avec Fabien, c'est qu'il y a plus ou moins de complexité à valoriser des intrants, pollués, mixtes ou pas. Et donc, souvent, pas toujours, mais souvent, les acteurs commencent d'abord à valoriser des biomasses propres, donc par exemple des plaquettes forestières, et puis au fur et à mesure, alors soit sur des pilotes, soit sur des unités industrielles, sur des plans d'approvisionnement dédiés, vont venir en fait complexifier le mix d'intrants en ajoutant à leur bois propre des bois B, puis des CSR dans différentes proportions, en regardant l'influence sur la qualité du gaz de synthèse produit. Du coup, est-ce que les briques technologiques aval de traitement sont suffisantes, etc. Donc, c'est vraiment une montée en expérience. Les porteurs de projets sont à différents stades de développement, mais par exemple, si je prends l'exemple du démonstrateur Gaia d'Engie, ils ont commencé avec du bois propre. En 2019, ils ont fait leur première démonstration de production de méthane de synthèse sur du bois propre, puis sur du bois B, des CSR. Et là, on le voit avec Ecomobilier, ils préparent des tests pour aller tester des intrants encore plus variés. L'idée étant voilà, qu'on est sur une filière qui cherche à s'approvisionner localement. Et donc, pour ça, il va falloir souvent varier les approvisionnements. Et par ailleurs, on a un vrai intérêt en termes de coût à aller chercher des intrants déchets dans la mesure où le coût d'approvisionnement va du coup être nul, voire négatif. Alors, pour Gaia, pouvez-vous donner les quantités de CSR traitées, VS biomasse et les retours d'expérience technique obtenus? Aujourd'hui, ce ne sont pas, si je ne me trompe pas, des données publiques. Donc, je ne peux pas les fournir. Hein. Tu confirmes, Fabien? Oui, on reste ça reste encore de l'expérimentation et nous on respecte on va dire un accord de confidentialité et donc il faut être deux. Donc complètement. Désolé, on peut pas tout diffuser. Quel est le coût de revient actuel et ou cible du mégawattheure gaz obtenu par pyrogasification sur les projets en cours ou à venir? Alors sur les coûts, si on parle bien du méthane de synthèse produit, alors on a une fourchette assez large hein, en fonction des capacités, des technologies, des intrants, etc. Pour vous donner une fourchette vraiment large sur ce qu'on entend aujourd'hui, ça va de 80 à 150 € du mégawattheure. Nous, on table pour une première génération d'unités de production de méthane de synthèse par pyrogasification, plutôt autour de 120 € du mégawattheure. Donc voilà, sachant que après, bien sûr, on envisage au fur et à mesure de la montée en expérience une baisse des coûts, comme ce qui s'est fait en méthanisation en fait. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le soutien, les contrats d'expérimentation, on espère sortiront le plus rapidement possible, seraient des soutiens qui permettent d'obtenir un tarif d'achat un peu au cas par cas, et voilà, qui pourrait être proposé par les différents porteurs de projets en fonction des caractéristiques de leur projet. Quelle variabilité sur le coût de revient selon le type d'intrant? Alors ça, c'est pareil. On est en train de détailler un peu tout ça, toutes ces variabilités, sachant que les acteurs sont assez divers. Il y a en ce moment un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, qui est piloté par le CSF Nouveau Système Énergétique, qui va nous permettre de
d'affiner ces différentes données en fonction des différents types de projets développés. Et typiquement, en effet, vous parlez de biomasse propre coûteuse, c'est bien ce que je disais. L'idée, c'est vraiment de se diriger au fur et à mesure vers des intrants dont le coût sera nul ou négatif pour trouver un modèle économique. Voilà, sachant qu'il faut bien sûr équilibrer ça ensuite avec les briques de traitement aval nécessaires. Quelle est la part en pourcentage des déchets écomobiliers potentiellement traités en pyrogasification au sein des scénarios prospectifs? Il n'y en a pas. Alors, c'est pas détaillé comme ça dans les scénarios prospectifs. Hein. C'est un prospectif, il y a une zone par grande variable d'état, c'est-à-dire qu'ils ont un gisement global. Après, ils sont pas descendus on va dire, dans cette répartition entre les différentes catégories de déchets, on va dire de la somme totale des déchets en France. C'est-à-dire que quand les projections disent qu'il faut produire 4,6 millions de tonnes de CSR, c'est d'un point de vue global. Complètement. On ne va pas dans de tels détails, malheureusement. Donc, quel est le bilan carbone de cette technologie? Alors, assez contextuel pour le coup. Donc, encore une fois, difficile de donner une réponse générale. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la réglementation européenne sur les énergies renouvelables impose des seuils CO2 de réduction de carbone par rapport à des références fossiles. Donc, clairement, il faut rentrer dans ces clous-là et c'est vraiment le but des différents projets. Donc, on est soit à moins 70%, moins 80% selon les échéances et les voies de valorisation, enfin, les marchés visés par les produits. Quand les ACV seront publics, alors il y a une grosse étude ACV en cours qui devrait être, dont les premiers résultats devraient sortir d'ici la fin d'année, qui est pilotée par le GT Injection, piloté par GRT Gaz. Pourquoi les données Gaïa ne sont pas encore publiques? Écoutez, le projet a été financé en partie par les fonds publics. En effet, elles sont sûrement fournies aux financeurs, notamment à l'ADEME, mais pour l'instant, ce sont des données dont on ne dispose pas, notamment parce qu'elles sont également encore en cours elles sont encore en train d'être affinées. La qualité du biochar produit en fonction des technologies et leurs possibilités de valorisation. Alors oui, on creusera ça dans un webinaire dédié. Le biochar en soi, ça veut tout et rien dire. Il y a vraiment beaucoup de qualités possibles. Et donc, il y a des normalisations, des travaux de normalisation qui sont en train de se mettre en place au niveau européen pour caractériser les contenus en polluants et les caractéristiques physiques du biochar, notamment la porosité, la surface active, etc. Normer tout ça pour les différents usages et notamment, bien sûr, le retour au sol qui doit faire l'objet d'une attention particulière sur la qualité du biochar. Tout ça sont vraiment des travaux en cours et ils vous seront présentés lors du webinaire dédié. Peut-on piloter la quantité d'âge de produit et incorporer du bio-CO2 issu de la méthanisation pour réaliser du méthane de synthèse dans le réacteur? Alors, c'est une idée, mais qui se développe peu en pyrogasification, parce qu'en fait, en pyrogasification, lorsqu'on produit du méthane de synthèse, on va plutôt être en excès de CO2 et non pas d'hydrogène. Donc, cette idée d'utiliser du bio-CO2 issu de méthanisation, ça se développe plutôt en utilisant de l'hydrogène issu d'électrolyse. Voilà, parce qu'en pyrogasification, en fait, on a déjà dans le gaz de synthèse un mélange d'hydrogène et de composés carbonés qui nous permettent de produire le méthane. Donc, ce type de synergie se développe, mais moins en pyrogasification qu'en power to méthane, donc avec électrolyse et bio-CO2. Voilà. Je reviens rapidement aussi sur le bilan carbone de cette technologie, puisqu'on parlait du biochar, ça m'y fait penser. Il y a certains acteurs, et notamment je parlais par exemple d'Hafner Energy, qui cherchent à produire, comme je vous disais, de l'hydrogène, mais aussi en une forte proportion, ils sont vraiment en pyrolyse, donc ils gardent une forte proportion de carbone solide, donc de biochar. Et leur idée, c'est vraiment de développer une technologie négative en carbone en valorisant le biochar en retour au sol. Donc voilà, là, on serait carrément sur des puits de carbone. Pour donner un exemple, Hafner, par rapport
l'ACV qu'ils ont sorti récemment, annonce un bilan CO2. Alors, si j'ai bien les choses en tête, on est à moins 12 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit grâce à ce retour au sol du carbone en utilisant le biochar. Voilà, on a un peu dépassé le timing, donc j'ai essayé de répondre aux questions assez vite. Et n'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres questions ou à contacter Fabien également. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Fabien. Et donc, vous aurez les supports et l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci Très bien. bonne journée à tous. Merci, au revoir.